Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Voici l'image du jour. Alain Gerbaud, décédé à l'âge de 67 ans. Les faits se sont déroulés hier à la fosse passe de Dimbéa lors d'une expédition sous-marine à 90 mètres de profondeur. Pour plonger aussi profondément, Alain Gerbaud était équipé d'un recycleur. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les risques? Reportage et explications en plateau avec notre invité, Laurent Cagnard, expert dans l'utilisation du recycleur. Mieux comprendre la biodiversité des récifs coralliens, c'est l'objet d'une expédition scientifique au Panama. Explication dans le web du Pacifique. Partir en civil et revenir avec le treillis, c'est l'histoire de deux jeunes de Wailou. Ils se sont engagés dans l'armée et sont revenus dans leur tribu pour venir en aide à leurs frères. Reportage. Les faits se sont donc déroulés hier matin. Alain Gerbaud se trouvait entre 90 et 100 mètres de profondeur au nord de la passe de Dimbéa. Il se trouvait en compagnie de Laurent Balesta, un autre photographe sous-marin. Pour des raisons encore indéterminées, il aurait tenté de gagner la surface sans respecter les paliers de décompression. L'enquête est en cours. La gendarmerie n'a pas souhaité s'exprimer. Alors pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, on va retrouver notre invité, Laurent Cagnard, un plongeur professionnel, dans quelques instants. Mais d'abord, je vous propose de voir cette explication sur les recycleurs. Alors qu'est-ce que c'est et comment ça marche? La réponse avec Camille Monnier. Voici à quoi ressemble un recycleur. C'est cet appareil qui sert à respirer sous l'eau, très différent des bouteilles de plongée traditionnelles. Tout se passe en circuit fermé. L'air expiré est capté par des cartouches de chaud. Une fois recyclé, l'appareil redistribue de l'air sain dès la prochaine inspiration. L'énorme avantage du recycleur, c'est qu'il permet aux plongeurs de rester plus longtemps sous l'eau. Par exemple, avec 2 bouteilles de 3 litres, ils peuvent rester 3 heures. Et puis, ils peuvent aller plus en profondeur, jusqu'à 200 mètres. Enfin, le temps de décompression est totalement réduit. Depuis les années 90, beaucoup de plongeurs scientifiques et professionnels de l'image sous-marine privilégient l'utilisation de cet appareil, car il est très silencieux et qu'il ne fait aucune bulle, de quoi être totalement invisible. L'inconvénient, c'est que comme toute machine, le recycleur peut tomber en panne. Il demande donc beaucoup d'entretien. Et puis, pour l'utilisation de cet appareil, une formation est indispensable. Alors notre invité nous a rejoint sur le plateau. Laurent Cagnard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes moniteur et instructeur recycleur. Alors, selon vous, première question, que s'est-il passé au nord de la passe de Dimbéa? On ne peut pas dire, on n'a pas d'éléments. Donc il y a 2 hypothèses. Soit la machine est tombée en panne, soit c'est la machine humaine qui a eu un problème. Malheureusement, on ne sait pas. Alors justement, si la machine, si l'erreur provient de la machine, si elle tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, il y a des procédures qui sont applicables. Donc une redondance qui permet de remonter avec un autre circuit. Donc on amène des bouteilles, il y a toute une procédure de secours. Ça vous est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Après, c'est des procédures qu'on travaille, donc les personnes qui plongent à ces profondeurs-là, elles ont l'habitude de ces procédures. Voilà, donc après, on peut pas, on ne sait pas, moi j'étais pas sur place, on ne sait pas ce qui s'est passé, voilà. Et puis après, ça peut être la personne qui a eu un malaise. On ne sait pas non plus, voilà, c'est... Alors là, pour l'instant, l'enquête est en cours, mais par rapport à la machine, ça peut tomber en panne. Mais au niveau du taux de fréquence, est-ce qu'elle peut tomber en panne régulièrement? Ça peut tomber en panne, mais bon, il y a des vérifications. Avant la plongée, en début de plongée, pendant toute la plongée, dès qu'il y a une erreur machine, hop, il y a une procédure qui permet de remonter tout de suite. Donc du coup, des procédures doivent être enclenchées, ce qui requiert une formation pour utiliser ce recycleur. Oui. Elle dure combien de temps cette formation? Elle n'est pas à la portée de tout le monde. Non, de toute façon, il y a différents stades. On va utiliser, d'abord la formation commence en zone peu profonde. Après, on va être formé pour pouvoir descendre jusqu'à une zone un peu plus profonde, autour de 40 mètres. Et après, il y a la zone beaucoup plus profonde. Voilà. Donc c'est des formations différentes à chaque fois, puisqu'on va plonger avec des mélanges gazeux différents. Alain Gerbaud avait 67 ans. Alors, est-ce que ce n'est pas risqué de plonger à cet âge? Donc, l'utilisation, déjà, est-ce que ce n'est pas risqué de plonger à cet âge? Après, on sait que tout plongeur professionnel, on a tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Donc au bout de, voilà, après, normalement, s'il plongeait, c'est qu'il était en capacité de plonger. Il y a des visites médicales aussi qui sont prévues. Et justement, est-ce que régulièrement. le risque, il est plus grand Le risque n'est pas... à un certain âge? Le risque est plus grand à un certain âge, oui, c'est tout à fait. Mais bon, après, on ne peut pas exclure... Et à cet âge-là, l'utilisation du recycleur, c'est toujours possible? Oui, après, c'est... À n'importe quel âge? Oui, après, c'est... Laurent Cagnard, restez avec nous. On rappelle tout de même que les accidents de plongée professionnels sont rares. Voyez ce chiffre depuis 2004 en Nouvelle-Calédonie. Le caisson hyperbar à Nouville a été utilisé à 34 reprises pour des accidents. Et sur ces 34 accidents, un seul concernait un plongeur avec recycleur. C'était il y a 2 ans. Voici le récit de Duke Menango. En 2014, c'est un plongeur calédonien expérimenté, professionnel, qui est victime d'un accident de plongée en lien avec le recycleur. Les équipes de secours vont tout de suite l'orienter vers des soins à l'aide du caisson hyperbar. Le MRCC va prendre contact avec le médecin hyperbar du CHT, avec le SAMU, en disant voilà, il y a accident de plongée ou suspicion d'accident de plongée. Et le CHT décidera ou non d'envoyer un accidenté au caisson hyperbar pour qu'il soit pris en charge pour recevoir un traitement. On est dans le caisson, on va lui mettre un masque et avec ce masque, il va respirer de l'oxygène pur 100%. Il va respirer de l'oxygène pur 100% qu'on va régler avec ce débit-litre. Donc pendant toute sa séance, il va être sous masque 100%. Il faut savoir que dans l'air, il y a 21% d'oxygène, 79% d'azote. Le patient, lui, va respirer du 100%. Et quand il sera 18 mètres, il aura 2,8 de pression partielle d'oxygène. C'est le maximum admissible en médecine hyperbar. C'est-à-dire qu'on sature le corps vraiment en oxygène pour dénitrogéniser le sang. Voilà. Et ce gaz à 100%, il l'expire à l'extérieur du caisson pour des raisons de sécurité. Dégénitroniser, c'est donc évacuer l'azote qui s'est libéré avec la surpression du sang. Au total, le patient aura passé 5 heures à 18 mètres et 9 mètres. Alors Laurent Cagnard, cette fois-ci, la machine, l'appareil, le caisson hyperbar de Nouville n'a pas été utilisé, ce qui signifie que Alain Jarbeau était déjà décédé? A priori, oui. Donc après, tout ce qui est procédure, parce qu'il y a une procédure aussi, on appelle le 16, qui eux vont orienter tout de suite les secours. Et si la personne est, on peut la ramener en surface et on la conduit directement au caisson. Là, on parle bien des plongeurs professionnels. Et elle appelée le 16, elle concerne c'est les secours en mer aussi. Voilà, toutes les régions, toutes les communes du pays. La législation stipule qu'une plongée pour les professionnels doit se faire à 2 heures du caisson. Donc on est largement dans les normes. Voilà. Même à Pointe-Dimier ou à Poum, à condition d'avoir l'hélicoptère. Voilà, s'il y a l'hélicoptère. Après, si, dans le cadre de la plongée professionnelle, s'il y a vraiment une expédition plongée professionnelle, on va s'arranger pour que les secours soient sur place ou un caisson gonflable en attendant l'évacuation ou des choses comme ça. Vous utilisez les recycleurs? Vous faites des plongées en recycleur? Non, aujourd'hui, moi, je ne fais pas de plongée recycleur. Il n'y a qu'un seul centre en Calédonie qui fonctionne, parce que c'est très compliqué, en dehors de Nouméa, d'avoir des gaz pour les mélanges. Donc et puis on est très loin aussi des secours quand même, donc on évite de faire de la plongée profonde. Donc vous les aviez utilisés lorsque vous étiez en France? Voilà, Est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes? Oui, ça arrive. C'est des problèmes machines, des défaillances de capteurs ou choses comme ça. Mais bon, après, il faut pas. La machine, aujourd'hui, ce sont des machines qui sont très fiables. Il y a des procédures. Donc bon, c'est une machine, ça peut tomber en panne. Avec un entretien régulier. Avec un entretien régulier. C'est-à-dire avant chaque sortie. Oui, avant chaque sortie, de toute façon, la machine est vérifiée, calibrée. Voilà, il y a vraiment des procédures. Et rassurez-nous, ce genre d'accident n'arrive que dans la plongée professionnelle. Ce n'est pas le cas pour les plongées loisirs. Là, on est vraiment dans le cadre d'une plongée technique qui n'a rien à voir avec la plongée loisir, avec des gens qui sont spécialisés, qui sont formés. Donc voilà, après, chaque fois qu'il arrive des accidents, c'est toute une communauté qui est endeuillée. Et voilà, le but, c'est que ça n'arrive plus et de soutenir les familles aussi là derrière. Mais vraiment, en plongée loisir, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Nous, on est dans le cadre de la plongée air avec une réglementation très spécifique. Voilà. Sur la Calédonie, on a des fonds qui sont merveilleux dans la zone 0-25. Voilà, et la plupart des plongées se font dans ces zones-là. Laurent Cagnard, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci.
On reste dans l'océan Pacifique. Au Panama, des échantillons du récif corallien sont effectués par des scientifiques. Alors pour quelles raisons? Je vous propose d'écouter les réponses dans le web du Pacifique, signé Prosper Pagou. Au Panama, à peine 48 heures après son arrivée, l'expédition scientifique Tara est déjà à pied d'œuvre. Les scientifiques ont déjà commencé leur plongée afin de récolter des échantillons de coraux dans l'océan Pacifique. Cela permettra de mieux comprendre la biodiversité des récifs coralliens. Les coraux subissent des bouleversements majeurs liés au changement climatique et aux activités humaines telles que la pollution et l'urbanisation. On ne sait pas si l'activité humaine est mise en cause, mais le phénomène est pour le moins impressionnant. Un trou géant est apparu dans le jardin d'un couple de retraités australiens à Ipswich, au sud-ouest de Brisbane. La cavité s'est remplie d'eau et a rapidement atteint 8 mètres de diamètre. Aucun blessé n'est à déplorer. Ce n'est pas la première fois que le phénomène se produit au pays. En septembre dernier, dans un camping en bord de mer, un gouffre géant de 200 mètres de long sur 50 mètres de large s'est créé en quelques secondes. Plusieurs véhicules avaient été engloutis et là encore, heureusement, aucune victime. En Australie toujours, un artiste a réalisé, dans une rue de Melbourne, une caricature d'Hillary Clinton qui n'a pas plu à la municipalité. La collectivité lui a donné 10 jours pour enlever son graffiti. Il a préféré apporter une petite modification à l'œuvre originale. Résultat à découvrir, ou plutôt à recouvrir. Voilà ce qu'on appelle un changement et un relooking radical. Retour au pays avec l'actualité. C'est aussi la marche pour le rééquilibrage organisée par l'USTKE. Il y avait 1500 personnes selon la police et 3000 selon les organisateurs. Après avoir quitté la vallée du Tiers à 10 h, ils ont rencontré le gouvernement, le Congrès. Mais d'abord, premier arrêt au MEDEF, c'était à 10 h 30 avec comme principale revendication le rééquilibrage. On écoute la réponse du MEDEF. En fait, l'USTKE, ce ne sont pas véritablement des revendications, c'est plus un mémorandum qu'ils nous ont déposé en mettant en avant le rééquilibrage, évidemment, pour eux, pour les Kanaks. On joue parfaitement le jeu en matière d'emploi local. L'USTKE le sait, j'ai été moi-même le premier président de la commission paritaire sur l'emploi local en 2012 et ils savent très bien qu'à partir du moment où une entreprise est amenée à recruter à l'extérieur, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé la compétence locale. Et on s'en a expliqué assez longuement durant cet entretien. Dans l'actualité, en bref, si vous habitez Koné ou Pointe-Boud, sachez que demain, pour certains, vous vous retrouverez sans électricité toute la journée. La société Énercal effectuera des travaux d'entretien sur des réseaux de haute tension de 8 h jusqu'à 16 h. Alors prenez vos dispositions. Retrouvez toutes les informations précises sur les zones concernées sur notre page Facebook NCTV. Toujours dans le pays, direction Wailou, cette fois-ci à la rencontre de deux jeunes militaires. Ils ont grandi dans la commune et ils sont partis s'engager dans l'armée. Et aujourd'hui, ils reviennent dans leur tribu pour aider leurs frères. Reportage d'Anissa Toussi. Jacques, originaire de Wailou, est caporal-chef première classe de la section. Aujourd'hui, Jeffrey et lui sont très heureux de revenir sur leur terre pour contribuer à la construction de la dalle qui permettra de prolonger la maison commune. À travers leur parcours, ils souhaitent montrer l'exemple à leur jeunesse. De revenir sur ces terres et puis d'aider les gens de chez nous. Et puis partager la culture avec mes collègues qui sont là. Et c'est une certaine fierté aussi. De véhiculer cette image à nos cousins, nos frères. Que voilà, à travers l'armée, on peut s'en sortir aussi.
Pour moi, quand je suis arrivé le premier jour, ça a été un peu un coup de blues parce que bon, je sais que je faisais partie encore de tous ces petits jeunes qui étaient là il y a 7 ans en arrière. Et puis au jour d'aujourd'hui, j'arrive là avec le treillis. Et pour ma famille, déjà, c'est une grande fierté. Ils n'ont pas seulement aidé à la construction de cette dalle, la population a profité de leur venue pour leur faire plusieurs travaux divers. Il y a eu du bois à couper, il y a du bois à ramasser, hein, des petits travaux, disons, d'assainissement. Voilà. Tout ce qu'on peut leur proposer, parce qu'ils ont juste 4 jours. Ils restent juste 4 jours avec nous, puis après ils s'en vont. Bon, on fait avec le laps de temps qu'on a avec eux. Le RIMAP n'aide pas au financement des chantiers dans la tribu. La section apporte uniquement la main-d'œuvre pour les différents travaux. Par contre, ils offrent une participation financière aux mamans de la cuisine qui est de 60 000 francs par jour. Avec ça, ben voilà, on leur achète ce qu'il y a à acheter. Les mamans, elles emmènent les produits vivriers, on donne un coup de main. Voilà. Après, ben, ça sera peut-être partagé entre nos jeunes qui sont ici, parce qu'il faut savoir que dans la tribu, il n'y a pas beaucoup qui travaillent, quoi. Ce chantier marque le début des préparations pour le congrès de l'Union calédonienne qui aura lieu à cet endroit même au mois de novembre. Et pour terminer, à noter dans vos agendas vendredi à 20h et samedi à 18h au Théâtre de Lille, le spectacle Franck Ferrand sans filet. Alors dans ce spectacle, le célèbre animateur de France 3 et européen va improviser sur des sujets d'histoire tirés au sort par le public. On retrouve Franck Ferrand dans les studios d'Europe 1. Alors comment vous sentez-vous à 2 jours du spectacle, monsieur Franck Ferrand? Je suis très impatient de découvrir la Nouvelle-Calédonie cet été et par la même occasion de me retrouver sur la scène du Théâtre de Lille à Nouméa face à vous pour ces soirées spéciales des 5 et 6 août prochains. Je ne sais pas si ce sera pour vous une soirée ou si ce seront des soirées marquantes, mais je peux vous dire que ces 2 dates-là vont sans doute compter beaucoup dans ma carrière. J'ai hâte, j'ai grand hâte et j'espère que c'est votre cas aussi. Voilà donc sur ces belles paroles, on referme cette édition. À suivre, j'ai testé pour vous et il sera question de la journée mondiale de l'amitié. Donc n'hésitez pas à accepter l'invitation de Chloé Yen Tao. Bonne soirée et à demain.